Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième réunion publique de l'année 2024. La semaine dernière, la phase 2 de la requalification du quartier de la Gare, ce soir, le devenir de la Gabelle. Les lundis soirs se suivent mais ne se ressemblent pas à l'avenir. L'hôtel de la Gabelle est un bâtiment aussi emblématique pour les Bernéens et Bernais que le sont l'abbatiale ou Notre-Dame de la Couture. À l'image de l'abbatiale, ce site a d'ailleurs eu de nombreuses vies, comme nous allons le rappeler tout à l'heure. À la différence de l'abbatiale, la Gabelle n'a plus vraiment d'utilisation depuis une dizaine d'années, voire un peu plus, depuis le départ de l'école de musique. À la différence de l'abbatiale, la Gabelle souffre d'un manque d'investissement depuis très longtemps. Il y a ainsi certaines parties au niveau du pavillon nord-ouest qui n'ont pas connu de travaux depuis au moins 1948. Ainsi, malgré la silhouette majestueuse qui nous accueille lorsque l'on passe le pont qui enjambe le chemin de fer du Depré, il est évident que les bâtiments composant le site sont loin d'être au mieux. La visite à l'intérieur réserve encore davantage de mauvaises surprises. Mais alors, pourquoi ne la pas voir restaurée depuis 2020, pourriez-vous me dire ? Eh bien, pour trois raisons principales. Comme vous le savez, en début de mandat, nous avons dû commencer par faire un audit précis de nos finances. Je ne vais pas revenir ce soir sur la situation alors catastrophique que nous efforçons d'améliorer année par année, et nous y arrivons. Nous avons eu ensuite à suivre les recommandations de notre service du patrimoine, mais aussi de la DRAC, et nous concentrer sur la basilique de la Couture. Même si cela semble moins évident à première vue, elle est en plus mauvais état structurel que la Gabelle. Autrement dit, quand on a peu de moyens, il faut faire des choix. Après 2 phases de travaux de sécurisation, les travaux de restauration à proprement parler de la Couture débuteront en 2025. Mais on en prend ensuite pour une dizaine d'années, que cela soit dit. Le montant des travaux, pour l'instant estimé, sont à 4 900 000 € hors taxes. Aussi, et contrairement à la Couture, sans diagnostic et chiffrage précis, difficile de se lancer dans le vide pour la restauration de la Gabelle. C'est pourquoi nous avons lancé 2 études. La première avec Citadia Conseil, pour lequel nous avons bénéficié d'un financement intégralement pris en charge par la Banque des Territoires dans le cadre du programme Petites Villes de demain. La seconde avec Hermégia Conseil pour un montant de 32 000 € auquel il faut retirer 17 000 € de subvention, toujours au titre de l'enveloppe ingénierie de la Banque des Territoires dans le cadre du programme Petites Villes de demain. Tout ce qui va suivre ce soir est donc la synthèse de ces travaux menés entre 2021 et 2023, avec la participation à la présentation de Barbara Auger, chef de projet d'art et d'histoire, responsable du musée et patrimoine, ainsi que de Tristan Duez, directeur du pôle aménagement et transition écologique. Ça, c'est pour la partie ville de Berlin. Et je n'oublie pas Jocelyn Bernard, directeur associé chez Energia Conseil. Sur ce, sans plus entendre, je propose que nous débutions la présentation avec Barbara. Bonsoir à tous. Donc moi je suis là un petit peu pour parler du patrimoine, c'est-à-dire du site en tant que site historique et site avec une valeur d'architecture remarquable. Donc la Gabelle, qu'est-ce que c'est ? Déjà c'est un terme qui en soi parle par sa signification, c'est-à-dire que c'est un site historique qui était un lieu qui collectait les impôts. À la Gabelle vivait ce qu'on appelle un receveur des gabelles, c'est-à-dire quelqu'un qui vendait du sel taxé
que les Berniens étaient obligés de venir acheter, et donc c'était quelqu'un qui, en gros, collectait des taxes. La gabelle, c'est une taxe. Donc en gros, restaurer la gabelle, ancestralement parlant, c'est restaurer l'autel des impôts. Donc c'est un site avec une charge historique qui n'a pas la même ampleur que par exemple la basilique de la Couture, qui est un site religieux avec un pèlerinage qui date du Moyen-Âge. La gabelle, donc c'est pas uniquement l'autel particulier qui se trouve au centre du site, on a en numéro 1. Ah, j'ai un petit pointeur. Là. Donc ici, en numéro 1, c'est l'autel particulier, et ici, c'était le site où vivait le receveur des gabelles, qui s'appelait Jacques-Philippe Bréant, donc qui est la personne qui a fait construire la gabelle. Et de chaque côté de cet autel, donc on a des communs, c'est-à-dire des espaces de stockage, et puis en fond de rue, en numéro 3, il y a le portail avec son porche monumental. Et enfin, inclus sur ce site de la gabelle, on a en numéro 5 les jardins, et puis la cour intérieure, la cour pavée ici. Donc c'est tout un site, c'est pas uniquement le bâtiment central, c'est tout un site qu'il faut prendre en compte pour les questions de restauration. D'un point de vue historique, ce site, avant le XVIIIe siècle, c'était un espace qui correspondait à peu près à une zone de fossé qui bordait les remparts de la ville. Aujourd'hui, on n'en a plus de traces de ces remparts, mais en 1750, quand Jacques-Philippe Bréant veut faire construire son hôtel des Gabelles, il achète cette partie de terrain. Non, il propose un marché à la ville, il propose à la ville d'acheter 2 pompes à incendie en échange d'obtenir le terrain. Et donc il obtient le terrain, et sur cette deuxième moitié du XVIIIe siècle, il fait construire ces bâtiments. Et puis, à partir de 1799, donc à la fin du XVIIIe siècle, il décide de vendre. Il vend à un certain monsieur Tulou, qui est président du tribunal de Vernet, et puis lui-même vend en 1825 à la famille Penel, qui se transmet le site de génération en génération jusqu'en 1944, où le site est à nouveau vendu donc, par les descendants de la famille à un certain Camille Masselin, qui est aviculteur. Le site est racheté par la ville en 1957. À ce moment-là, le maire de Vernet, Gustave Héon, rachète le site avec un projet de réhabilitation, de reconstruction de tout le quartier autour de la Gabelle et de la Poste. Et son idée, à ce moment-là, c'est de tout raser. Donc à ce moment-là, avec le projet de Gustave Héon, ce qui est protégé au titre des monuments historiques, ce qui est inscrit, c'est uniquement le porche que vous avez sur la première photo ici. Donc ce qui est amorcé comme démarche, en grande partie par les Bernéens, à partir de 1963, c'est de faire protéger le reste du site, donc l'hôtel particulier et tous les communs et les sols, de manière à ce que le site ne soit pas détruit et transformé en parking. Donc ils obtiennent l'inscription de tout le site en 1964, ce qui fait que depuis 1964, que ce soit aussi bien le porche, l'hôtel particulier, les sols et les dépendances, eh bien tout ça c'est protégé au titre du Code du patrimoine. Donc ça veut dire que c'est dans la loi, on ne peut pas toucher à ces bâtiments sans le contrôle technique et scientifique de l'État. Voilà. Et la petite nuance aussi, en effet, c'est que c'est un site qui est inscrit et non pas classé. D'un point de vue de l'inscription, de la protection, c'est-à-dire des monuments historiques, à Vernet, on a l'abbatiale et la basilique de la Couture, qui sont 2 sites qui sont classés, donc avec un contrôle renforcé et un accompagnement de la part de la conservation régionale des monuments historiques qui est renforcé, et tandis que pour la Gabelle,
l'accompagnement ne correspond pas au même type de taux de subvention. Et surtout, pour ce qui est de l'accompagnement, la conservation régionale des monuments historiques ne peut subventionner qu'un seul site par propriétaire. En ce qui concerne la ville de Bernay, donc, les accompagnements se font d'un point de vue financier sur la basilique de la Couture. Pour l'histoire un petit peu plus récente du site, donc l'hôtel de la Gabelle donc, échappe à la destruction en 1964. À ce moment-là, donc, il commence une phase de travaux, notamment une réfection de la toiture donc, au début des années 70, et on y installe, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous dans la salle se souviennent de cette école de musique qui se trouvait dans la Gabelle. Cette école ferme en 2010, je pense. Moi, l'histoire récente, c'est un petit peu moins... Donc 2010. Et donc l'école de musique est transférée, comme vous le savez, au conservatoire, un peu plus loin dans le centre-ville. Et aujourd'hui, le site en tant que tel est complètement inoccupé, en tout cas pour ce qui est de l'hôtel, mais il y a tout un travail qui est amorcé tout autour, qui est bien lancé tout autour du site. Effectivement, merci Barbara. Bonjour à tous. Donc effectivement, l'hôtel de la Gabelle, comme vous avez pu le constater, est aujourd'hui mis en valeur grâce aux travaux qui ont été faits sur la place de Vernon, qui ont reconstitué la perspective de l'hôtel de la Gabelle. Et d'ailleurs, dans les éléments inscrits de cet hôtel de la Gabelle, vous avez le jardin. Donc la perspective et l'allée centrale de la Gabelle fait partie de ce dessin du site inscrit, et on l'a reconstitué puisque on a reconstitué cette allée sur l'espace public. On a aussi reconstitué les délimitations du parc, puisque ici le parc était échancré et en accord avec l'architecte des bâtiments de France, Madame Poulain, nous avons reconstitué un angle droit au niveau du jardin. Donc, ma collègue vous en a déjà parlé, donc là on visualise un petit peu plus ce qui est inscrit ou pas. Effectivement, le sol du côté court est inscrit à l'inventaire, ainsi que l'ensemble des façades et donc des menuiseries de l'hôtel particulier, mais aussi de tous les communs. Communs constitués par une orangerie du côté ici que vous voyez en partie, et le commun de la façade nord-ouest également de l'autre côté. Et le porche, comme vous l'avez vu. Donc, ce qui a été fait par la municipalité depuis 2020. Grâce au soutien de la Banque des Territoires, nous avons engagé une étude bâtimentaire et architecturale dans le cadre d'une mission d'ingénierie territoriale du programme Petite Ville de demain, qui a été engagée fin 2021. Et cette étude a permis de définir une étude architecturale et bâtimentaire qui a permis de définir un montant de travaux que l'on verra par la suite. Et dans un deuxième temps, suite à cette étude bâtimentaire, a été engagée une étude programmatique, juridique et financière faite par une entreprise ici présente, voilà, qui va vous présenter ces résultats. Et parallèlement, effectivement, les services de la ville veillent à minima à l'entretien extérieur du parc, et assurent un suivi d'été général du bâtiment.
effectivement, la Gabelle est un bâtiment bien restauré. Là, vous avez quelques exemples et quelques photos intérieures. Vous avez alors, la dégradation, l'état actuel est en partie dû à le traitement de façon lourde de la mérule qui a eu lieu dans le bâtiment, qui nous ont obligés, qui ont obligé donc la ville et l'entreprise à enlever un certain nombre d'éléments, de faire des soutènements, de refaire des parties de toiture et de charpente également qui ont été attaquées par la mérule, d'enlever un sillon. Là. Effectivement, là, sur cette photo-là, on voit des exemples de parquets qui ont dû être enlevés pour pouvoir traiter la mérule. Là, vous voyez des photos de la partie extérieure où vous avez effectivement le crépi qui est abîmé, qui est à refaire. Là, vous avez une photo également de la partie de la cave du bâtiment. Donc, ce diagnostic a permis d'identifier un montant global de travaux, qui révèle une réhabilitation lourde du bâtiment existant, avec le resuivi de la couverture et des ingénieries, le traitement fongicide et insecticide des charpentes, le remplacement des descentes d'eau pluviale, la restriction complète des façades avec la restitution des décors, la reprise des mots des natures, et le rejoindre de l'ensemble des parements et la réflexion à la chaude des enduits extérieurs, le renfort des planchers, le remplacement de l'ensemble des menuiseries extérieures, la fourniture et la pose des garde-corps et un aménagement intérieur. Une réhabilitation complète de l'intérieur, en particulier des boiseries, comme vous avez pu voir sur les photos. Donc, avec un ensemble pour l'hôtel particulier de 1 827 000 € estimé, pour les pavillons et la maison à Pont-de-Bois, utilisée actuellement par le tourisme, et d'ailleurs ce bâtiment ne fait pas partie de l'institution de l'ensemble, et 1 324 600 € pour l'orangerie et les communs, soit un total de 4 500 000 € hors taxe pour l'ensemble de ces travaux. Oui, ce sont des travaux de structure et d'aménagement, mais sans l'aménagement intérieur qui serait lié à un usage particulier du bâtiment. Bonsoir à tous. Donc effectivement, là, pour restituer le sens de l'étude phase 2 que nous avons menée sur ces derniers mois, avec comme questionnement, quoi en faire? On a vu la question, c'est comment le réhabiliter à minima. Il y a déjà ce chiffre important qu'on a en tête et qui pose déjà question, mais au-delà de ça, c'est qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Et comment? Sous quel format, et quel format notamment juridico-financier? Pour sonder un peu ce qui existe comme porteur de projets potentiels, en partant du principe qu'il s'agit d'une propriété de la ville, a été réalisé un appel à sourcing. C'est-à-dire, en fait, une publication de la collectivité en disant, voilà, on réfléchit sur ce projet, et vous, porteur de projet, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez, quand vous verriez un partenariat avec la ville pour exploiter l'hôtel de la Gabelle, mais en réalisant les investissements requis, c'est-à-dire la réhabilitation dont on vient d'évoquer, plus les aménagements nécessaires pour exploiter. Que ce soit un restaurant, un hôtel, un musée, je ne sais quoi. Et la question était très, très vague. Et aucun dossier n'a été déposé. Ce qui est quand même une leçon assez lourde. On
tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'en l'état actuel et sous une logique de propriété ville, aucun porteur de projet n'est intéressé. Ce n'est pas une théorie, c'est une vérification par la procédure qui a été menée. D'où la conclusion d'un besoin d'être très pragmatique par rapport à la gabelle. C'est-à-dire qu'il faut essayer de voir ce qui peut être fait concrètement et quelles que soient les possibilités. D'où la réflexion sur les montages juridiques, qui sont potentiellement nombreux, on les a listés là. Alors on va les détailler, hein, mais on a avancé tout le spectre possible. Si la ville fait toute seule, ça c'est la régie, elle fait avec nos communes, c'est la société publique locale. Elle fait, mais en payant tout, c'est le marché de services. Elle met à dispo, mais sans pouvoir rien dire, c'est la convention d'occupation temporaire ou le bail emphytéotique. La concession de services, et quel contrôle elle pourra en avoir, et la cession. Donc on a embrassé toutes ces possibilités, et on les a comparées avec différents critères. Critères financiers, notamment, est-ce qu'on peut faire porter l'investissement, une fois, double, de réhabilitation et d'aménagement par un tiers? Quel est le risque économique pour la collectivité dans le cadre de ces exploitations? Quelle est la capacité en termes de personnel à attirer, recruter du personnel adapté au projet et conserver ces personnels dans ce projet? La responsabilité sociale de la collectivité, dans ces différents modes. La facilité de mise en œuvre, ce qui est facile à déployer et ce qui n'est pas. Et puis ce qu'on appelle le critère du porteur de projet, c'est-à-dire est-ce que c'est attractif ou non. Et c'est là où vous l'avez compris, l'appel à sourcing est très riche d'enseignements pour le dernier critère. C'est que la plupart des premiers modes que je viens de citer ne sont pas attractifs. D'où cette conclusion avec du vert et du rouge, mais qui synthétise ce qu'on a évoqué là. C'est-à-dire qu'il y a certains formats qui sont de toute façon pas envisageables, et notamment parce qu'ils nécessitent un portage en maîtrise d'ouvrage public par la ville, c'est-à-dire un financement par la ville de tous les investissements, ce qui, dans l'état des finances de la collectivité, semble compliqué à envisager. Des logiques de mise à disposition de long terme, par exemple avec le bail emphytéotique, mais qui bloquent cette fois-ci sur l'attractivité du porteur de projet, c'est-à-dire que mettre au bas mot entre 7 et 10 millions d'euros sur un bien dont on n'est pas propriétaire, ça ne tire pas les foules, pour le dire de manière très simple. D'où la cession. La cession qui n'est pas un choix dogmatique de premier niveau, mais une réalité pragmatique en disant voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour réhabiliter la gabelle. Parce qu'en fait, l'objectif premier, vous l'avez compris, c'est pour ça que la présentation est faite avec cette architecture, c'est bien de montrer qu'il faut éviter que ça continue comme ça. Parce que dans 10 ans, les photos seront encore pires que celles-là. En termes de cofinancement, l'interrogation des partenaires potentiels, que ce soit l'État, la DRAC ou les collectivités, régions, départements, souligne assez bien le sens de cette conclusion. C'est-à-dire que très peu de financement pourrait être capté par la ville si elle réalisait elle-même les travaux. À l'inverse, un tiers privé serait plus massivement soutenu par les différents cofinanceurs publics que l'on vient d'évoquer là. Donc, si on met de côté d'ailleurs le mécénat ou l'appel au don, qui peut toujours être possible et qui reste très aléatoire dans ses résultats, la réflexion sur les cofinancements souligne la pertinence du recours à la cession pour réhabiliter et exploiter l'hôtel de la Gabelle. Ce choix-là, il se fait dans un contexte où on rappelle quand même qu'il n'y a pas d'utilité des locaux pour les besoins fonctionnels de la ville ou de l'intercommunalité aujourd'hui, que ça permet de ne faire supporter aucun coût d'investissement à la collectivité et donc aux contribuables, et assurer une ouverture maximum de l'appel à projet en termes d'attractivité, confère tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur les différents modes. Mais pour acter ce principe, et c'est un peu le sens de cette démarche de concertation, une consultation du Bernéen a été enclenchée, alors qu'il se traduit par cette réunion publique, et par une question qui vous sera posée. Donc vous avez bien compris qu'on a mené les études pour voir ce que vous pouvez faire pour la Gabelle. Donc comme l'a dit Barbara tout à l'heure, nous avons bien sûr interrogé tous les financeurs. La DRAC ne nous financera pas parce que la DRAC ne finance pas deux projets pour le même porteur, c'est-à-dire pour la même maîtrise d'ouvrage qu'est la ville. Comme elle finance l'abbatiale, donc elle ne nous apportera rien. On s'est tourné vers le mécénat, d'ailleurs on a eu rendez-vous avec un monsieur très charmant pour s'occuper du mécénat, mais
Il est où? Je sais pas vu. Et donc, on sait très bien que nous n'aurons pas les financements nécessaires à la hauteur de la ville, pour la ville. Et donc voilà, donc on est ce soir devant vous pour vous demander, enfin vous informer de ce que les deux études ont rendu. Donc il y a un choix, parce que quand on a fait l'appel à sourcing, bien sûr, on a demandé que ça soit en bail amphithéotique. C'est-à-dire qu'on mettait à disposition les bâtiments, peut-être même sur un bail de 99 ans ou autre, mais finalement, aucune personne n'a répondu parce qu'ils ne veulent pas financer à une telle hauteur de travaux et d'aménagement intérieur pour ne pas être propriétaire. Vous allez peut-être me dire que finalement, au lieu de faire le quartier de la gare, on aurait pu peut-être faire la Gabelle, mais en termes de subventions et de financement, on n'a rien quand même. Je vous rappelle que le financement du quartier de la gare et de la place de Verdun, c'est 75%, on n'a pas affiné, ou peut-être 78% de subvention. Donc le reste à charge de la ville est très peu. Ici, le reste à charge de la ville est de 5 millions, et sauf le montant de la TVA qu'on pourrait récupérer, 5 millions d'euros. Donc la ville, elle ne peut pas supporter ce financement. Donc, il va vous être, on va faire appel à une consultation des citoyens berniens, c'est-à-dire à toutes les personnes qui sont inscrites sur la liste électorale. Ce n'est pas un vote, on appelle ça une consultation, parce que nous ne pouvons pas faire un vote, puisque nous devons être, pour faire un vote, il faut être 6 mois avant les élections. Pas les élections municipales, mais les élections, et les élections européennes, c'est au mois de juin. Donc on l'appelle une consultation. Et la consultation, donc, elle va être faite, mais quand même pour les Berniens inscrits sur la liste électorale. Donc la question, elle va être simple. Il n'y aura qu'une question de poser, c'est êtes-vous pour la cession du site de la Gabelle à un porteur de projet privé afin de donner une nouvelle vie à ce site emblématique? Donc vous aurez deux choix, le oui ou le non. Si le oui l'emporte, la ville lancera un appel à projet incluant la cession du site. Les meilleures offres seront ensuite présentées à la population et soumises à une nouvelle consultation avant que la ville ne sélectionne le projet final. Si le non l'emporte, la ville continuera d'assurer un minimum d'entretien nécessaire à une sauvegarde du site, mais qui restera en l'état. Voilà. Pour rappeler pourquoi au départ on était parti sur un bail amphithéotique, puisque c'était quand même un bien de la ville qui appartient à la ville, qui a quand même une belle architecture, qui est inscrit. C'est-à-dire que j'ai dit, si on vend ce bâtiment, on va me brûler comme Jeanne d'Arc sur la place, maintenant je dirais les jardins de la Gabelle, on pourrait brûler. Donc j'étais partie et je m'obstinais, malgré ce que le cabinet m'avait dit, à un bail amphithéotique. Mais finalement, on s'aperçoit que les investisseurs ne veulent pas de bail amphithéotique, ils veulent être propriétaires. Voilà. Alors, la date de la consultation sera du 10 au 13 mai 2024. Il y aura deux possibilités de voter. Le vote physique, c'est-à-dire à l'accueil de l'hôtel de ville, le vendredi 10 mai et le lundi 13 mai, de 10h à 12h et de 13h30 à 17h, pour les Berniens inscrits sur la liste électorale, et un vote en ligne sur la plateforme Purpose, pareil, du vendredi 10 mai de 10h au lundi 13 mai 17h, c'est-à-dire que vous pourrez voter le samedi et dimanche, sur une plateforme qui est sécurisée et accessible après la création d'un compte. Ça veut dire que vous allez créer votre compte et vous attesterez sur l'honneur que vous êtes bien inscrit sur la liste électorale. J'ai bien oublié. Voilà. Alors, pour finir, et souligner la posture de prudence avec laquelle la ville engagerait, le cas échéant, cette démarche. On a posé des conditions dans la procédure qui serait déployée, le cas échéant. Alors d'abord, une visite obligatoire du site. L'objectif, c'est d'avoir des vrais projets qui soient adaptés à la configuration des Gabelles.
En l'absence d'indemnité de réponse des candidats, ça n'a l'air de rien, mais ça permet de souligner une chose, c'est que ça ne coûterait rien à la collectivité de sonder de manière très concrète les projets de cession qui pourraient avoir lieu. La remise d'un projet détaillé, avec l'ensemble des éléments d'investissement, mais aussi d'exploitation, concrètement, que serait demain la Gabelle en termes d'activité, et à quoi ça ressemblerait. 2 critères de jugement des projets, une qualité technique et un montant de coût d'acquisition, mais avec une capacité à prendre du recul justement sur les 2 aspects de cette critérialisation. Une négociation avec des différents candidats, la procédure est une procédure souple qui permet justement de rencontrer les candidats plusieurs fois si nécessaire pour vraiment affiner le projet. Et si ce choix est confirmé, une volonté d'imposer un certain nombre de charges dans le cadre de la cession. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'une cession, c'est pas vous avez payé, faites ce que vous voulez, c'est vous avez payé, voici les conditions dans lesquelles la cession se traduit, et dans l'acte notarié sont soulignées les différentes obligations dans lesquelles les candidats se sont engagés. Et surtout, j'ai envie de dire à ce stade, la ville se réserve le droit de renoncer à tout moment à la cession en cours de procédure. C'est-à-dire qu'entre aujourd'hui et la signature de l'acte notarié, il y a bien des étapes, et à toutes ces étapes, la ville pourrait dire, au vu de ce que l'on peut comprendre des différents projets et de l'intérêt pondéré pour la ville, on continue ou on arrête. Et ce, sans coût financier, un double histoire de ville. En cas de projet recevable, vous avez compris, il y aura une deuxième consultation pour présenter les projets les plus attractifs, et c'est seulement à l'issue de cette seconde consultation que le conseil municipal pourrait envisager de procéder à la cession avec la concertation préalable des partenaires réglementairement d'ailleurs imposés, en ce qui concerne la DRAC ou l'ABF, mais aussi l'association des amis de Berlin. L'objectif, ce serait de désigner un cessionnaire avant la fin de l'hiver qui arrive, mais encore une fois, dans un contexte où aucune pression n'a à être imposée à la ville dans cette procédure qui est là pour sonder au maximum ce qui peut être fait pour sauvegarder la Gabelle. C'est-à-dire qu'encore une fois, j'insiste autant sur ce point-là parce que le nom qu'on évoquait tout à l'heure amènerait le maintien en état dans la mesure du possible. Alors, les photos sont notamment transparentes. Combien de temps ça peut durer sans rien faire? Voici. On a terminé la présentation et on est à votre écoute. Merci. Donc, on va répondre à vos questions, si vous avez des questions à ce sujet. Bonsoir. Vous avez dit que les investisseurs privés ne voulaient pas d'un bail emphytéotique, qu'ils étaient plutôt préférables à l'acquisition pour l'ensemble du projet des projets. Est-ce que dès maintenant, vous pourrez avoir une idée des investisseurs possibles, puisque vous les avez sans doute consultés? Au départ, on était parti sur une idée de faire un hôtel, un restaurant, une salle de séminaire, enfin de l'hébergement, de l'hôtellerie-restauration avec une salle de séminaire. Et ça n'a rien emporté puisque on laissait en bail emphytéotique. Pour compléter, pour poser la réponse sur... Chantal Vallac, membre des Amis de Berlin. Pardon, juste un élément d'éclairage supplémentaire par rapport à la question qui a été posée. L'appel à sourcing a été extrêmement vaste en termes de montage et d'activité. Ça veut dire qu'on pouvait aller d'un petit hôtelier local à un corps hôtel, à un gestionnaire de musée, à un restaurateur. Donc en fait, ça représente potentiellement un nombre incalculable d'investisseurs possibles. Mais c'est vrai que la leçon principale qu'on en a retirée, c'est la limite de la non-propriété. C'est vraiment ça l'enseignement qu'on en retient et qui, à mon sens, distingue fortement ce qui a eu lieu avec l'appel à sourcing et ce qui demain aurait lieu avec la procédure que l'on évoque ici de cession. Oui, je voulais savoir, je constate qu'on a vraiment pas beaucoup parlé de patrimoine dans tout cet exposé. Et je voulais savoir si seulement les habitants de Berlin de droit de donner leur avis et si la consultation ne pouvait pas être étendue parce que la Gabelle, ça représente beaucoup pour les alentours de Berlin également.
Je suis d'accord, Chantal, mais c'est réservé aux Bernéens puisque nous avons que la possibilité de faire cette consultation par rapport à la liste électorale. Parce que si on n'avait pas été si proche des européennes, ça aurait été un vote. Donc ça concerne, je sais qu'il y a beaucoup d'extérieurs de Berlin qui sont attachés à la label, mais ça reste, comment dire, la consultation bernéenne. Parler du problème de date, hein, mais je veux dire, c'est que pourquoi se précipiter avant les élections européennes, mais pourquoi pas proposer le vote après les élections européennes, c'est au mois de juin. Y a-t-il un calendrier urgent pour cette décision? Il y a deux éléments de réponse là-dessus. Le premier, c'est, je pense que c'est pas alarmant que de dire qu'il faut agir. Hein. Parce que les photos sont parmi ces représentants le mieux l'état de situation, mais ce ne sont pas les pires photos qu'on pourrait montrer avec les belles. Et tout ce qui permet de procrastiner risque à un moment donné de nuire au bien lui-même, hein, et donc à son patrimoine. Après, attention, la deuxième consultation aura lieu, elle, bien en aval hein, des élections. C'est-à-dire que on travaille beaucoup sur ces sujets, et c'est la première fois que je vois 2 consultations de la population pour une procédure. C'est dire à quel point il y a quand même une association de la population à ses choix importants pour justement un patrimoine de la collectivité. Donc cette première consultation qui porte sur le principe de la cession est plutôt, à mon sens, tel que je le vois, dans une logique de pédagogie sur le pourquoi on fait la cession, mais en aucun cas un blanc-seing en disant allez-y vendez, puisque de toute façon, il y aura une seconde consultation qui aura lieu plus tard dans l'année. Ça me paraît très, une fois prudent pour utiliser ce terme-là qui a été évoqué tout à l'heure. Je rajouterai que vous savez que les délais avec les administrations, c'est un peu long. C'est pas quand on est des porteurs privés, on dit on vend, on fait, ça va rapidement. 3 mois, c'était chez le notaire, on n'en parle plus. Ici, il y a déjà l'appel à projet qu'il faut lancer. Donc ça va demander un certain temps. Après, on va faire la sélection parce qu'on dit qu'on va retenir 6 projets. Mais il y aura peut-être, comme il y a eu pour le centre aquatique, une vingtaine, peut-être, j'espère, enfin, en tous les cas, vingtaine de porteurs de projets pour ce dossier. Après, il va falloir analyser tous les dossiers, tous les projets. Une fois l'analyse, je pense que pour avoir une finalité, on verra ça que fin d'année, début de l'autre, pour pouvoir dire. Après, on va le présenter à la population. Donc, il y aura encore une deuxième consultation ou un vote, ce coup-ci, si on n'est pas près d'élection. Donc, ça veut dire que en 2025, où on pourrait toujours penser qu'on pourrait peut-être débuter des travaux fin 2025, début 2026. Parce que après, il y a la vente chez le notaire, enfin, il y a tout ça. Et ça demande un certain délai. Donc, on pourrait supposer fin d'année, enfin, je sais pas, je me trompe peut-être, mais fin 2025, début 2026 pour un début de travaux. Donc, ça fait encore 2 hivers que la cabane va passer comme ça. Excusez-moi, je souhaite une petite confirmation, m'assurer seulement que j'ai bien compris. Quand vous dites que la consultation est lancée que sur Bernay, en fait, c'est parce que vous, maire de Bernay, vous avez le pouvoir de consulter que vos administrés. Oui, c'est ça, c'est la confirmation que je veux C'est ça, parce que c'est un bien de Bernay. Je peux vous imaginer que dans le choix des éventuelles personnes intéressées pour l'achat, les critères d'inscription au patrimoine du bâtiment seront bien évidemment respectés. Et quelle garantie leur demanderez-vous sur l'avenir en fait ensuite de ce bâtiment et de son devenir? Ah, il y a encore 2 réponses. Le premier, c'est ce qui a été rappelé tout à l'heure en début de présentation, la différence entre le classement et l'inscription.
qui permet une marge de manœuvre conséquente par rapport au bien lui-même. Et néanmoins, on l'a rappelé aussi, l'association systématique de l'État et notamment de la DRAC, sur cette question du projet. C'est-à-dire que dans la procédure, au moment du choix et même dans l'exécution de ce qui adviendra derrière, ça reste un monument historique. Donc de toute façon, la DRAC se verra ouvert dans son rôle réglementaire, comme c'est le cas d'ailleurs pour une quantité très importante de monuments historiques en propriété privée. On a fait venir c'est juste pour confirmer ce qui vient d'être dit, la protection porte bien sur le bâtiment, pas sur le propriétaire. Donc le code du patrimoine s'applique sur le bâtiment. D'où l'intérêt que l'on soit associé en amont dans le choix des porteurs de projets, s'il devait en avoir un, puisque nous aurons notre mot à dire effectivement sur la compatibilité du projet au vu de la restauration possible du bâtiment ou pas. C'est-à-dire que, pour résumer, si je peux prendre 2 minutes, les bâtiments sont inscrits façade et toiture. Ce qui veut dire que toutes les interventions, restaurations, travaux qu'il pourrait y avoir sur ce bâtiment doivent obligatoirement respecter ce pourquoi le bâtiment a été protégé. D'accord ? On est sur un bâtiment, un ensemble de bâtiments de la première moitié du XVIIIe siècle, homogène, avec des décors en façade, etc., extrêmement intéressants. La DRAC ne pourra pas permettre la destruction de ces éléments qui ont donné lieu à un arrêté préfectoral. Voilà. À savoir également que le bâtiment étant inscrit, il fait l'objet d'un permis de construire. Hein, puisqu'on reste dans le code de l'urbanisme, donc le permis de construire est délivré par le service instructeur. Mais la DRAC est obligatoirement saisie au moment de l'instruction de ce permis de construire pour donner son accord par rapport au type de travaux proposés et voir si ces travaux de restauration et ou d'aménagement sont bien en accord avec la doctrine et la protection du patrimoine. Voilà. Compléter, je dirais que dans l'appel à projet, on essaiera aussi d'intégrer des mesures pour favoriser la préservation de ce qui n'est pas inscrit. Donc des parties intérieures du bâtiment. Sur les boiseries, sur les parquets, sur les cheminées, sur l'escalier monumental, sur tout ce qu'on a pu voir là, peut-être en mauvais état, mais qui devra être réhabilité dans le cadre du projet d'aménagement. Bonsoir. Comme il faut bien rêver quand même dans ces moments difficiles, je suggérerais éventuellement un projet que mes amis de Pleuvenage ne renieraient pas, c'est de faire de la Gabelle une école d'art. Il suffit de trouver les sous. Voilà, Buffet, je compte sur vous pour nous apporter les 5 millions d'euros. Et une fois que nous aurons les 5 millions d'euros sur le compte de la trésorerie, nous lancerons les travaux et nous accueillerons l'école d'art. Et après, nous vous solliciterons à nouveau pour le fonctionnement. Parmi les personnes qui ont vu l'appel à sourcils, je pense que l'appel à sourcils, il s'est beaucoup diffusé, ou il a été accédé, c'est pas très français ce que je dis, mais on y a accédé de par les professionnels, enfin, surtout les professionnels. Est-ce que, justement, l'existence de cet appel à projet, est-ce qu'il a été vraiment vu du public? Parce qu'il peut, alors c'est un petit peu chimérique que je veux dire, ça, comme pour madame, vous risquez de rêver un peu, il peut se trouver des gens qui ne sont pas encore dans le monde professionnel, et qui pensent à consulter ce genre de site, mais qui peuvent avoir un coup de cœur et avoir envie, qui peuvent dépasser les obstacles que monsieur a signalés,
est-ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, médiatiser davantage, médiatiser tout court la question de cet ensemble, parce qu'on dit l'hôtel, mais c'est tout un ensemble, le médiatiser par les moyens nationaux. On ne sait jamais, on peut encore avoir quelqu'un qui peut avoir un coup de cœur, qui peut avoir une idée et qui ne sait pas où la réaliser, et puis qui peut surmonter, enfin, qui soit en capacité de surmonter les obstacles que vous avez soulevés. Parce que là, on est sur un problème qui traîne depuis longtemps. Bon, vous l'avez dit, il ne faut pas que ça traîne encore trop longtemps, mais en même temps, rien n'oblige à agir dans la précipitation. Et justement, au titre de... D'ailleurs, je l'ai bien noté, puisque vous prenez la précaution de consulter la population, donc c'est donc... vous souhaitez aussi prendre le temps qu'il faut pour prendre la décision. Pendant ce temps-là, est-ce qu'on ne peut pas le mettre à profit justement pour médiatiser la situation de cet ensemble et puis de susciter, on ne sait jamais, une candidature qui est actuellement, qui ne pense pas à consulter les sites spécialisés. Je comprends pourquoi vous dites ça après l'intervention de madame. On est dans l'optimisme à ce stade-là. Rien n'empêche de médiatiser autant que les moyens de la collectivité le permettent, ce qui ne ressort pas de ma compétence à ce stade. J'ai envie de dire, dans le cadre de la procédure de cession qui va avoir lieu, si jamais il devait y avoir un projet qui respecte les conditions antérieures, à savoir le maintien de la propriété de la ville et l'absence de financement par la ville et le cadre d'un projet acceptable en termes d'exploitation, rien n'empêche à cette personne qui ne se serait pas manifestée avant de le faire pendant, et la collectivité met fin à la procédure de cession. D'où, encore une fois, la prudence dans laquelle on inscrit cette procédure-là. On ne dit pas c'est lancé, donc ça ira à terme. Et à chacune des étapes, la collectivité peut dire non, ça pourrait être un motif. Donc maintenant, la seule préconisation qu'on en retient, c'est que dans la publication qu'il va y avoir de la procédure, il faut vraiment le médiatiser un maximum pour que, effectivement, on prenne toutes les vocations possibles sur ce projet-là. Si cession il y avait, à quel prix estimez-vous le bâtiment et que ferez-vous de la somme ainsi récoltée? Alors déjà, on fait la demande, on va faire la demande au domaine pour faire une estimation, parce que c'est pas nous qui estimons. De là à savoir si on nous en donne 100 000 euros ou 3 millions, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, parce que je suis incapable de dire combien c'est l'estimation. Mais je me permets de rappeler qu'il y a 5 millions pour réhabiliter la structure et ensuite investir pour l'aménagement, le tout dans une exploitation qui n'existe pas encore. Ça fait quand même un sacré pari économique pour un investisseur. Donc je le vois mal poser des millions en offre quand même. Je pense qu'il faut être assez réaliste sur ce point-là à ce stade. Si déjà on a quelqu'un qui s'engage à faire ce qu'on a vu, ce sera déjà très beau pour le patrimoine. Donc l'affectation des recettes d'investissement, j'ai envie de dire, ce serait bien, ce serait un choix de plus. Juste une petite question. On a vu dans une commune proche de Vernet, un petit drame sur un château privé. On a su quand même mobiliser 400 000 euros pour quand même le sauver. Est-ce que d'ici 2026, il n'y aurait pas quand même, je m'adresse à la droite, qui peut trouver des fonds aussi, des fois, pour sauver quand même en partie la Gabelle, quel que soit le choix du vote des habitants. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que la DRAC, comme elle nous finance, elle ne nous financera pas puisqu'on en a pour 9 ou 10 ans qu'on est marié avec la DRAC pour la basilique. Donc les financements, ils vont pendant 9 ou 10 ans sur la basilique. Ça, j'ai bien entendu. Concernant, je vais faire un petit rappel sur, on va parler clairement, le château de Cerquigny a brûlé. L'État, la ministre, tout le monde s'est déplacé. Aujourd'hui, il fallait mettre le château en sécurité. Ce château est une propriété privée, c'est un fait.
Ce château a 40 propriétaires, je crois. Et chacun a un tantième des millièmes de ce château. Ce château a été vendu pour faire de la défiscalisation de loi Malraux. Quand une commune met en péril un immeuble, une maison, un bâtiment, le propriétaire, normalement, doit faire les travaux dans un délai que l'arrêté fixe. Aujourd'hui, il y a 40 propriétaires, mais on ne savait pas le jour de l'incendie où ils étaient. Ces propriétaires, aujourd'hui, ils les ont retrouvés. Et donc, comme les propriétaires ne sont pas là, c'est la commune de Serquigny qui doit faire les travaux de mise en sécurité. Et quand on fait les travaux de mise en sécurité sur la commune, après, on se retourne sur les propriétaires et on leur envoie la facture au tantième de ce qu'ils possèdent. Voilà. Donc ce ne sont pas des fonds qui sont perdus, mais qu'on va récupérer chez les propriétaires. C'est pour ça. Voilà. Merci, Madame le maire. Donc, c'était la Donc, je préviens les Bernéens, si un jour je mets un nouveau bâtiment en péril, que vous ne faites pas les travaux, on va les faire, la collectivité, mais vous aurez quand même la facture, le titre par le trésorier. Voilà. Oui, merci, très bonne réponse. Non, ce que je souhaitais, c'est que quand même il y ait une sauvegarde de la gabelle dans les 2 ans à venir. Hein, puisqu'on a parlé de 2026, 2 hivers. Pour ne rien cacher, cet après-midi, j'ai été invité avec le préfet et le sous-préfet sur la gabelle. La gabelle, je porte le projet depuis 2021 que je travaille sur ce dossier. On a eu la médaille qui est venue vendredi dernier, je crois bien encore, aussi pour regarder l'intérieur de notre bâtiment. Franchement, il n'est pas folichon. Si on continue comme ça, il ne va plus rien nous rester. Enfin, hein. Les cas, si vous connaissez des porteurs de projets, on est preneurs. N'hésitez pas à nous les envoyer. Je vous promets qu'on va regarder les dossiers au plus près pour voir. Voilà, parce que franchement, on cherche toutes les solutions, mais si la ville avait pu avoir des financements de subventions et autres, on aurait fait au moins sauver la structure du bâtiment. Intérieur, on ne peut pas le faire, mais là, le fait qu'on n'ait pas de subvention, c'est impossible. Et j'ai beau regarder Madame Médaille, mais elle ne dit toujours pas qu'elle va me donner quand même de la subvention. Peut-être pour remettre une touche d'optimisme là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a une nécessité subie, je pense que c'est assez évident, qu'elle pose là. C'est pas antinomique d'une potentielle très bonne surprise. C'est-à-dire que lors de la prochaine consultation, pas celle-ci sur le principe, mais celle où on présentera, le cas échéant, les projets les plus intéressants, il y a des choses qui cochent toutes les cases, en fait, attendant la population. Enfin, il faut bien se dire, et on en a parlé dans l'historique de ce bien, mais de beaucoup de monuments historiques en France, la propriété privée du bien n'importe pas une utilisation privée, une réservation, une captation par le propriétaire, loin s'en faut. Donc si ça se trouve, on aura un projet tout à fait motivant et qui aura le mérite de cocher toutes les cases de la dimension. On est sûr à ce stade. Mais en tout cas, c'est pas exclu. J'essaie de me pencher dans toutes les possibilités et de voir leurs avantages et les inconvénients. Bon, il y avait déjà un projet qui avait parlé, il avait été question d'une proposition d'achat. Nous, à Ville-Bernay, on n'était pas partisans de cette solution-là parce qu'on souhaitait qu'un bien comme ça reste propriété d'une collectivité publique, parce qu'un bien comme ça qui est propriété d'une collectivité, le public a toujours une forme de regard dessus, il est toujours en quelque sorte sous la surveillance du public. La plus grosse crainte avec une cession, avec une vente, les choses par leur nom, la plus grosse crainte, c'est que l'intérieur n'étant pas couvert par des mesures de protection,
l'acquéreur fasse ce qu'il veut à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il déshabille le bâtiment de ses aménagements intérieurs, et surtout, le plus grave encore à mon sens, c'est que le bâtiment devenant entièrement privé, c'est que, par exemple, si jamais il fait des appartements dedans ou n'importe quoi, il met un digicode à l'entrée et plus personne, même les Bernayens, ne peuvent même plus accéder au parc. Et ça, c'est encore plus grave à mon sens, parce que à ce moment-là, la population de Bernay perd l'accès au bâtiment, les touristes qui visitent la ville perdent l'accès au bâtiment, on se retrouve, comme je l'ai dit, avec un digicode à l'entrée. Et là, c'est une solution, c'est un bien, c'est un ensemble qui doit vivre. Et là, avec une solution comme celle-ci, on n'aura plus cette vie qu'on peut aujourd'hui avoir autour du bâtiment, même s'il est en mauvais état. Et donc, c'est une solution pour moi auquel il faudra recourir quand dernier ressort. Il y a d'autres remarques qui m'appellent deux commentaires. Le premier, il est juridique, le deuxième, il est économique. Juridiquement, c'est pas exact. C'est ce qu'on a présenté tout à l'heure, et j'ai dû la rappeler. Ce qui est inscrit, de toute façon, sont protégés, ça on l'a dit, mais sur l'intérieur, ça peut faire l'objet de clauses de l'acte notarié avec les charges imposées au cessionnaire. Concrètement, ça veut dire qu'il ne fera pas ce qu'il veut, parce qu'il s'est engagé à faire un certain nombre de choses dans les investissements et l'exploitation, et qu'il s'y est engagé. Et s'il ne le respecte pas, c'est le tribunal qui tranchera. Donc ça, c'est le premier point d'ordre juridique. Au-delà de ça, et c'est peut-être le plus important, c'est d'ordre économique. Il y a un droit à l'entrée énorme sur ce projet. Il faut sortir au bas de 5 millions, et en fait probablement le double, pour en faire quelque chose d'exploitable. Si un porteur de projet propose quelque chose à 10 millions, je pense qu'il va aller sur quelque chose de très valorisant pour le patrimoine intérieur. Je ne le vois pas une seconde, un porteur de projet comme Accor, vous posez la question tout à l'heure, ça pourrait être un porteur de projet intéressé pour en faire un hôtel, c'était les optiques qu'on avait. Je pense qu'il va plutôt aller dans l'ultra qualitatif pour justement rentabiliser son investissement très lourd, et certainement pas l'inverse. Donc, le respect du patrimoine n'est pas l'apanage de la collectivité publique. Un investisseur privé qui va mettre 10 millions, je pense qu'il a tout à fait intérêt à garder la cohérence de la gabelle et à la maximiser. Je connais un cas sur Bernay où malheureusement ça ne s'est pas réalisé comme ça. Je ne peux pas en dire plus malheureusement. Montagénie, quand on met toutes les réserves dans un acte notarié, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Aujourd'hui, vous dites que c'est un accès, ce ne sera plus un accès pour les Bernayens ou autres. Aujourd'hui, quand on regarde, il y a quand même pas beaucoup de Bernayens qui rentrent dans la Gabelle, sur le site de la Gabelle. Même des jardins. J'ai pas vu de nombreuses personnes visiter les jardins, se promener dans les jardins. Le réaménagement de la place de Verdun va peut-être inciter, vous l'avez dit vous-même quand ce projet, quand vous défendiez le projet de la place de Verdun, c'était pour qu'on se réapproprie, que les piétons se réapproprient cette place. Et dans ces conditions, ils vont avoir davantage envie de rentrer dans le parc de la Gabelle. Écoutez, je vois beaucoup, c'est vrai que les lycéens se sont appropriés la place de Verdun, puisque je les vois déjeuner le midi actuellement, mais je ne les vois pas aller dans les jardins. Je vois des personnes d'un certain âge qui sont sur la place de Verdun, qui s'assoient sur les bancs, mais ils ne vont pas dans l'intérieur. Après, il faut peut-être un temps aussi qui s'approprie les lieux. Autrement, oui, mais on va attendre. Pour répondre à monsieur, là, est-ce que vraiment quelqu'un qui, alors effectivement l'argument est tout à fait valable, que quelqu'un qui achète ce bien a tout intérêt à sauvegarder l'intérieur parce que ça valorise le bien qu'il a acheté. Là, je suis tout à fait d'accord. Bon, je connais un exemple à Bernay d'un bâtiment qui a été déshabillé de son plus belle tour qui était un salon décoré, je ne peux pas en dire plus malheureusement. Là, on peut avoir, et a-t-on vraiment un recours si après quelqu'un qui a accepté des clauses, après ne les respecte pas, dans la mesure où après il est chez lui. Je vais laisser répondre Mme Hélène qui a visité l'intérieur vendredi de la Gabelle et qui peut nous dire si elle a remarqué des éléments qu'il faut vraiment conserver ou pas.
pas effectivement des éléments remarquables, alors qui n'étaient pas assez remarquables en 1964 quand il y a eu la CRPA pour la protection. J'ai relu le dossier, effectivement, les éléments à l'intérieur restants n'étaient pas assez nombreux, remarquables, etc., pour être inscrits. Bon, voilà, ça c'est une réalité. Ça n'empêche que c'est pas parce qu'un bâtiment n'est ni inscrit ni classé qu'il n'a pas un intérêt patrimonial pour un connaisseur qui ne peut pas le mettre en valeur. Je rejoins assez monsieur, quand on fait un investissement de plusieurs millions d'euros dans un bâtiment historique en partie protégé, je ne pense pas que ce soit pour à l'intérieur aller mettre du placo partout et tout saccager. D'un point de vue purement patrimonial, mais effectivement sans notion de protection, donc de reconnaissance de l'État d'une valeur patrimoniale, vous avez effectivement une ou deux pièces qui ont encore leur lambris qui sont loin d'être inintéressants. Vous avez des cheminées, avec des trumeaux de cheminées au rez-de-chaussée, pareil, ce n'est pas inintéressant. Vous avez, alors ça peut vous paraître anecdotique, mais l'ensemble des menuiseries, des fenêtres qui ont leur volet intérieur, qui sont en harmonie avec, pour les pièces restantes, avec leur lambris. Donc, si vous voulez, il y a une lecture intéressante. Alors, je parle des pièces du rez-de-chaussée, à l'étage et dans les communs. Eh bien, il y a eu des transformations de ces pièces, mais c'est normal, c'est aussi l'usage. Voilà, il faut bien que ça vive. Donc, il y a encore des éléments qui, à mon avis, peuvent avoir un intérêt pour lesquels la commune, si c'est possible, je pense que ça l'est, je ne m'y connais pas au niveau des actes notariés, peut tout à fait souligner l'intérêt et la volonté de les conserver à minima. Merci. Enfin, vous aurez bien compris ce qu'on veut, c'est la réhabilitation de ce bâtiment et la restauration de ce bâtiment. On n'a pas envie que ça se devienne un bâtiment délabré. Donc pour nous, l'important, c'est vraiment de sauver ce bâtiment. Je me pose la question, quelle que soit l'entreprise, mais j'ai l'expérience en tant que défenseur du patrimoine pour une société historique parisienne, et puis j'ai été longtemps membre des Amis Vernet, et on s'est préoccupé d'un château qu'on veut classer, un château Louis XVI dans la région parisienne, qu'on veut transformer en hôtel, et l'expérience dramatique de Cerquigny laisse entendre que les notions de confort pour aménager des châteaux qui étaient faits pour la réception, pour la résidence au XVIIIe siècle, ne correspondent plus aux exigences des clients des hôtels au XXe siècle. Donc beaucoup de travaux de plomberie, d'électricité, et donc qu'il faut dissimuler quand il y a des lambris ou des parquets d'une grande qualité. Et donc il y a des risques qui ne doivent pas être négligés. Est-ce qu'il y a des entreprises qui sont agréées par la DRAC ou par les services des monuments historiques, puisqu'il y a une partie classée à l'extérieur, qui peuvent intervenir pour garantir la qualité des travaux, ou est-ce que le propriétaire serait entièrement libre de choisir son entreprise? Alors, je vais remettre toutes les choses au point. Il n'existe pas d'entreprise monument historique. Il n'y a pas d'entreprise agréée monument historique, ça n'existe pas. Vous avez ce qu'on appelle les qualipates. Voilà. Donc, ces qualités du bâtiment, ce sont des choses. Je suis désolée, là, c'est pas du tout mon domaine. Ce sont des agréments qui sont donnés, s'il y a d'autres personnes qui s'y connaissent, n'hésitez pas à me compléter, par des professionnels du bâtiment, par la DRAC, enfin, voilà, par pas mal de gens, voilà, qui donnent une qualification. Je crois qu'en plus, ça se paye, cette qualification, il me semble. Voilà. Donc, la DRAC n'a pas, ça n'existe pas. Les entreprises MH, la DRAC n'a pas à imposer une entreprise
pour la restauration de monuments historiques. Par contre, elle peut demander des conditions par rapport à ces travaux, et notamment par le biais des architectes qui sont spécialisés dans la restauration des monuments historiques et qui connaissent bien le sujet. La DRAC souhaite que ce soit des entreprises du bâtiment qui ont un minimum d'expérience dans la restauration de bâtiments pour des exemples similaires. Voilà, qui peuvent donc garantir que les travaux, ce sont des entreprises qui ont déjà réalisé ces travaux. Et on peut avoir des entreprises qui ne sont pas du tout Calibat, qui sont des entreprises locales, régionales, etc., qui sont d'excellentes entreprises qui ont déjà des compétences par leur chantier précédent. Voilà. Comme M. Lachapelle est là et il est en retraite, je crois, on lui demandera de suivre les travaux si ça devait. Il vérifiera si c'est fait exactement. Non, M. Lachapelle, il a un peu de temps. Ah ben voilà, il est déjà prêt à Serpigny. Mais sur votre retour de Serpigny, vous viendrez vers lui. Oui. Je voudrais revenir sur votre problème, sur votre choix du vote et de la consultation. J'entends votre discours, et donc les sous-entendus qu'il y a dessous, c'est-à-dire presque une sorte de décision déjà actée. Je m'interroge donc sur la valeur que vous accorderez aux résultats de cette consultation, puisque ça n'est pas un vote. Tout à l'heure, j'ai bien expliqué. Si le vote, si le oui l'emporte, il y aura une session. Si le non l'emporte, il n'y a pas de session. Et le bâtiment, il reste comme ça. On n'a pas pris de décision. Justement, si on fait une consultation, c'est justement pour amener la population à nous aider à prendre la décision. Parce qu'aujourd'hui, donc si le non l'emporte, le bâtiment, il reste dans son état comme il est. Et on va attendre les 9-10 ans que la DRAC arrêtera de financer la basilique pour pouvoir se mettre sur la gabelle. Edith Fourbré, des Amis de Bernay. S'il vous plaît, il me semble qu'on ne parle ici ce soir que de l'hôtel de la Gabelle. Or, la Gabelle à Bernay, c'est bien autre chose. Ce qu'on appelle là les communs, c'est, me semble-t-il, ce qui était les greniers à sel. Or, tout ça, ça a une valeur patrimoniale. Je ne vois vraiment pas comment un projet privé, parce que j'ai bien entendu tous les arguments, hein, ça. Mais il me semble que même si elle reste dans l'état où elle est, avec un appel aux mécènes, et les mécènes, c'est pas que des gros mécènes, il peut y avoir des petits mécènes, qui pourraient garder les bâtiments, même sans rien faire à l'intérieur, mais garder ce monument de Bernay, qui est cet ensemble du XVIIIe siècle, complet avec l'hôtel de la Gabelle, les greniers à sel et les jardins. Et si le nom l'emporte, je ne souhaite pas pour vous, mais si le nom l'emporte, il faudra bien trouver une solution pour conserver ce bâtiment. Si le oui l'emporte, c'est autre chose, mais si le oui l'emporte, il l'emporte pourquoi? Pour aboutir à quoi? Ben justement, madame, j'ai bien compris, ce sera une défiguration totale, même si on garde les murs. L'utilisation qui sera faite de ce bâtiment, je n'imagine pas d'ailleurs ce qu'on peut en faire. Et ce qu'on appelle les communs et les greniers à sel qui ne sont pas classés, mais enfin, pour le patrimoine, c'est quand même quelque chose qui me paraît tellement important pour la ville. Oui, mais madame, quand on a parlé des 5 millions d'euros de travaux, c'est juste pour les bâtiments, enfin, on ne fait rien à l'intérieur, madame. On va changer la toiture, et quand je parle des communs, c'est le grenier à sel, la maison du brick, qui abrite le brick aussi. À l'intérieur, on ne fait aucun aménagement. Non, et puis l'inscription ne conserve pas que le bâtiment principal.
principal. L'inscription concerne le bâtiment principal et l'ensemble des communs. Donc, on ne peut pas. Vous n'avez pas l'acquéreur qui acceptera toutes ces contraintes. Madame, c'est pour ça qu'on fait un appel à projet, c'est pour ça qu'on vous demande qu'est-ce qu'on doit faire de ce bâtiment. Parce que même si on fait appel aux mécènes, moi j'avais pensé qu'on pourrait avoir des gros mécènes sur ce. On a même fait, madame, pour vous dire, un compte avec la trésorerie pour que les mécènes puissent défiscaliser à hauteur de 65%. C'est ce que apporte la défiscalisation. Mais des mécènes, aujourd'hui, on n'en trouve pas. Enfin, en tous les cas, pour nous apporter les 5 millions d'euros, même si on devait garder que même 10% ou 20% à notre charge, les 5 millions d'euros, je vois pas. À moins que, je veux dire, si vous trouvez des mécènes, on est preneur. Par exemple, est-ce que vous avez pu vous rapprocher du propriétaire du champ de bataille? Non, on ne s'est pas rapproché du champ de bataille, on a parlé de la Fondation du patrimoine, on a rencontré une personne qui connaît bien le mécénat aussi, mais on dit aller trouver 5 millions d'euros aujourd'hui de mécènes. Comment? Ah mais bien sûr, mais c'est ce qu'on aurait souhaité, mais aujourd'hui on n'a pas trouvé. Vous vous rendez compte, 5 millions d'euros, c'est pas 520 000 euros, c'est 5 millions d'euros et on n'a toujours rien pour l'intérieur. Moi je trouve que ça m'affole. Peut-être deux compléments là-dessus. Le premier, c'est que je pense sincèrement que les autres voies possibles qu'on esquisse, elles ont été épuisées, littéralement. C'est-à-dire que je ne découvre pas ces possibilités-là ce soir, hein, mais ça a été tenté et ça ne marche pas. Je réponds aussi à la question du pourquoi. Rappelons encore une fois qu'il y aura une deuxième consultation pour les projets qui seraient pressentis. Donc, ce que ça pourrait devenir demain la Gabelle, la question va être reposée à la population plus tard. Et ça sera nettement plus concret dans son acceptabilité ou l'inverse. Et pour les deux consultations qui aura lieu, le là a été très clair, hein, si la réponse est contre, ça s'arrêtera là. Mais une fois que la visibilité du projet aura été posée, je pense qu'il y aura beaucoup moins de crainte qu'une réflexion théorique pour l'instant qui est celle de la session. Donc on peut comprendre qu'elle peut interpeller. Mais il y en aura une deuxième. Le système est extrêmement prudent et il est facultatif. Je rappelle quand même que la prudence avec laquelle la collectivité s'engage là-dessus, elle est exceptionnelle. Quand on parle de mécènes ou d'investisseurs, bon, je ne sais pas si tout le monde a une idée précise du contenu de ces mots-là. Pour moi, le mécène peut restaurer, mais derrière, il ne parle pas de l'activité qu'il va y déployer, enfin, qu'il peut déployer dans ces bâtiments, et puis après, qu'il peut les rendre, qui leur donne une utilisation qui justifie leur entretien, finalement. Et il y a une différence entre mécène et investisseur, et je crois que c'est un lieu qui a besoin non seulement d'un mécène, mais d'un investisseur. Je pense que c'est peut-être tout le problème. Il me semble, il faut que je vérifie, que les mécènes ne peuvent faire du mécénat que par rapport à un projet. Et qu'ils ne peuvent pas dire je donne ça à l'élite. Parce que les contraintes du mécénat, on l'a vu je crois que c'était Elitiaf, hein, il me semble, pour l'exposition. Par exemple, je prends un chiffre, 100 000 euros. On dit qu'un projet coûte 100 000 euros. On a des généraux donateurs et on pourrait avoir des mécènes qui nous apporteraient 120 000 euros. Eh bien, nous ne pouvons pas accepter les 20 000 euros supplémentaires. C'est à la virgule et à l'euro près. C'est pour avoir l'exonération, hein, les 65% d'exonération. Donc, il faut un projet et il faut que ça corresponde vraiment au projet. On ne peut pas être mécène comme ça, enfin, en tous les cas, pour bénéficier de la défiscalisation. Et dans les possibilités d'utiliser
d'utilisation du bâtiment. On a parlé d'hôtellerie, restauration, de séminaires, une dame a parlé d'école d'art. Est-ce qu'on a, à la réserve près de la faisabilité financière, mais est-ce qu'on a eu, vous avez eu, Madame le maire, monsieur, est-ce que vous avez eu des idées, ou vous-même ou autour de vous, d'autres idées encore que ces pistes-là? Tout à l'heure, il a expliqué qu'il avait ouvert large, mais qu'il n'a pas eu de réponse. Et c'est parce qu'on avait mis cette condition de bail amphithéotique. Avant, les bails amphithéotiques, ça marchait très bien. C'était parti pour 99 années, et puis on n'en parlait plus. Après, le bien revenait à la commune qui avait ce bail, ou à d'autres sociétés qui portaient ces baux. Mais aujourd'hui, ça ne fonctionne plus, puisque les investisseurs veulent que le bien leur appartienne. Peut-être pour prendre une image, j'aime pas avoir des idées ou raisons par rapport à celui qui met le million. C'est-à-dire que je peux, moi, essayer d'encadrer un projet pour qu'il respecte les objectifs qui sont ceux de la collectivité. Mais le projet global, il est conçu et développé par celui qui investit, et c'est normal. C'est d'ailleurs, encore une fois, la principale leçon concerne le sourcing, c'est-à-dire donner des orientations avec un oui mais, un gros oui mais ça reste la collectivité qui est la propriétaire qui récupère le terrain en contrat. C'est ça qui bloque tout. Donc, des idées, on peut en avoir plein. Est-ce que ce serait viable? J'en ai aucune idée, surtout si on mixe. Par contre, les porteurs de projet, c'est leur boulot. Et le nôtre, ce sera le cas échéant de faire rentrer ça dans le cadre de la collectivité et avec les charges qu'elle imposera. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur ce terme. La procédure, c'est pas une procédure de cession. Une procédure de cession avec charge, c'est quelque chose de très spécifique et qui garantit que les conditions que la collectivité aura imposées perdureront au-delà de la cession. Ce qui est, à mon sens, le garde-fou adapté dans quelle espèce. Y a-t-il d'autres questions? Écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Donc, je vous invite à participer à la consultation qui aura lieu du 10 au 13 mai. Bonne soirée.